Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. Pouvons-nous espérer voir la vidéo de l'opération menée chez Bruno Lorette bientôt? En tout cas, le surintendant de police Emondas Goura, responsable de l'enquête à la MCIT, a affirmé encore ce matin que cette vidéo existe bel et bien. Alkiz Ramdine en studio pour nous en parler ce soir au cours de ce journal. Une hitlist de la Special Striking Team serait en circulation sur les réseaux sociaux depuis août dernier. Yvan Bibi, Pussy Iptong et Alain Malherbe consignent des precautionary measures contre la Special Striking Team de la SP Ashik Jagaï. Les proches de Lalita Bicessar ne croient pas à la thèse de l'accident. Ils réclament une enquête policière approfondie après le décès de cette femme de 42 ans, décédée après une chute dans les escaliers. Serait-ce un pas vers l'unification de l'opposition? En tout cas, le Parti travailliste et l'Entente de l'Espoir concluent un accord à Riverwalk ce matin. Dans le monde, face au réchauffement et ses impacts qui s'accélèrent, l'humanité doit coopérer ou périr. Mise en garde sévère ce lundi du secrétaire général de l'ONU à la COP27, donnant un choix à l'humanité, la solidarité ou un suicide collectif. Et en fin de journal, Liverpool a été tiré au sort cet après-midi contre le Real Madrid, tenant du titre pour les 16e de finale de la Champions League. Manchester United, quant à elle, jouera les barrages de l'Europa League contre le club catalan Barcelone. L'opération policière au domicile de Bruno Lorette vendredi dernier a bel et bien été filmée. C'est ce que le surintendant de police Emondas Goura, responsable de l'enquête à la MCIT, a affirmé encore ce matin lors de cette comparution. Bruno Lorette et son fils ont été reconduits en cellule policière. Ils vont y rester au moins jusqu'à lundi 14 novembre. Le responsable de l'enquête a également confié à la Cour que l'interrogatoire de Bruno Lorette et son fils débutera cette semaine. Elle se fera in camera à la suite d'une demande des hommes de loi de la magistrate. À la magistrate, maître Shakil Mohamed, avocat de Bruno Lorette, a aussi demandé au surintendant Goura de faire un inventaire d'une saisie de drogue à Pointe-aux-Canonniers en mai 2021, qui selon l'avocat ressemble étrangement à celle saisie chez Bruno Lorette. En studio avec nous, Alkiz Ramdine, pour un point sur la situation. Bonsoir Prem. Dès le début de l'audience, maître Shakil Mohamed a demandé à la magistrate de lui accorder la permission d'avoir une private meeting avec Bruno Lorette, car il n'a pu le faire depuis le jour de son arrestation vendredi, chose qu'il a pu faire pendant une quinzaine de minutes. À la reprise de l'audience, maître Mohamed a demandé des éclaircissements au SP Goura de la MCIT sur l'opération chez Bruno Lorette, notamment concernant l'étrange similitude des emballages d'une saisie de drogue à Pointe-aux-Canonniers en mai 2021 avec celle saisie chez Bruno Lorette. Shakil Mohamed a demandé à la Cour qu'un inventaire des pièces à conviction saisies à Pointe-aux-Canonniers soit fait pour savoir si la quantité de drogue est toujours exacte. Autre demande de Shakil Mohamed, qu'une enquête soit ouverte pour savoir pourquoi un officier du FSL, notamment l'officier Ramessar, qui ne travaillait pas ce jour-là, a été appelé à la dernière minute pour procéder à des prélèvements d'ADN sur Bruno Lorette, alors que c'est l'officier Mouraden qui devait initialement faire cet exercice. Shakil Mohamed dira que l'officier Mouraden est celui qui avait prélevé des échantillons d'ADN dans l'affaire d'Akil Bicessar et que le résultat d'ADN s'est révélé négatif dans cette affaire. Autre élément d'information ressorti en cours, l'opération chez Bruno Lorette a été filmée. Shakil Mohamed a exprimé son souhait que les avocats de la défense soient en mesure de visionner cette pièce à conviction. Bruno Lorette, entouré des éléments du GIPM, a par la suite quitté la salle d'audience. Il aura eu un geste pour saluer ceux venus le soutenir avec le poing levé. Merci Alkiz, vous vous êtes aussi entretenu avec maître Shakil Mohamed.
Effectivement, Prem, à la sortie du tribunal de Moka, maître Shakil Mohamed ne s'est pas trop aventuré à commenter l'affaire. Cela pour ne pas porter préjudice à son client, dit-il. Shakil Mohamed devait dire qu'il est satisfait que ce soit la MCIT qui a pris le relais dans cette enquête. Pour les raisons du secret d'instruction, nous pour faire très attention de ce qui est dit, de ce qui est communiqué. Pour simplement référer à ce qui finit d'arriver en cours, quand il y a certains éléments qui sont très importants dans mon avis, qui finissent raised et qui m'ont fait questionner, et ben éléments de réponse qui ont tout fini tendé en cours tout à l'heure là. Je préfère ne pas dire plus que ça à ce stade, et mon redire ça, c'est pas par méchanceté vis-à-vis de la presse ou de Mauricienne qui est clairement très intéressé avec l'affaire. C'est simplement par éthique professionnelle et par instruction de nos clients qui nous préfèrent pas dire quoi que ce soit à ce stade qui pour capable causer préjudice éventuellement dans une affaire. Et juste pour capable au moins expliquer ça, c'est que tout comme la poursuite et les enquêteurs et le devoir d'une retenue, la défense aussi nous a un devoir de retenue. Et moi pas capable moi reproche les enquêteurs ou la poursuite de quelque chose qu'ils m'ont même fait. Alors moi pour Jésus, moi pas capable de dire plus ce qui s'est à partir de maintenant. Mohamed, samedi ou tu demandes si vous avez une vidéo recording ou une réponse aujourd'hui? Ou tu dans la cour à la crise ou fin une réponse là. Je préfère pas dire quoi que ce soit en plus aujourd'hui. Je rassure les autres, ce n'est pas par manque de respect, c'est simplement, moi là en tant qu'avocat, je demande du monde pas faire la confusion, je pas là en tant que politicien, je pas pour faire aucun commentaire, je pas dire les autres par contre, qui sont contents que la MCIT peut faire l'enquête, et nous envie nous que l'enquête fait d'une façon juste, nous attirer l'attention du magistrat à cet effet, et laisse l'enquête faire et pour établir la vérité. C'est tout. Merci Alkiz Ramdine. Vous restez avec nous pour la revue de la semaine tout de suite après ce journal. Donc, Ivan Bibi, Percy Tong et Alain Malherbe ont consigné chacun une precautionary measure au poste de police de Moka cet après-midi. C'est contre la Special Striking Team de l'ASP Ashik Jagai. Ivan Bibi explique que cette precautionary measure fait suite à une hit list de la Special Striking Team qui serait en circulation sur les réseaux sociaux depuis août dernier. Il dit craindre qu'il soit arrêté pour des délits qu'il n'a pas commis, surtout suite à l'arrestation de Bruno Lorette. Les trois étaient présents devant la cour de Moka ce matin pour apporter leur soutien à Bruno Lorette et à son fils. Les proches de Lalita Bissessa réclament une enquête policière approfondie après le décès de cette femme de 42 ans. Habitante de Quatre-Bornes, a poussé son dernier souffle à l'hôpital Victoria hier après 6 jours d'hospitalisation. Le 31 octobre, elle avait fait une chute dans les escaliers à son domicile. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste Sudesh Kumar Gangadine attribuait le décès à une septicémie. Toutefois, il a demandé à la police de faire la lumière sur les circonstances ayant entraîné cet incident. Mala, la sœur de la victime, demande à la police de tirer cette affaire au clair au plus vite. Elle s'est confiée au micro de Mima Omir. Mosen seulement lundi, l'indiamant il tombe, il a du mal, mais il peut aller opérer. Il cause moi tout. Mais quand il finit d'opérer, si il vient, il cause moi. Il dit il a encore une opération pour le faire, mais quand il a le deuxième coup il a opéré, il pas de cause nous. Pas de contact, il a le comment. Hier, nous avons une nouvelle qui va nous téléphoner, nous disons, Mosen finit décédé. Mais c'est qui nous pas d'accord, nous avons connaître, il est tombé, il a du mal, la cause ça qu'il m'a parce que le docteur a une fracture crâne avec un mort battu dans l'écho. Souvent, Mosen dit moi, il bat lui, en fait, il fait des affaires qui pas besoin de prendre bouteille, mettre dans ce poste privé, il brille, il met la main, il mordit partout. Une fois, il bat lui, il casse le léger, tu viens rouge, tu renfermes dans la case. On s'est téléphoné, moi, dis-moi, là, dans les stations, tu étais entré quand Michel là. Toute nos bonnes familles, comment dire, papa d'accord, comment on s'est décédé. Mais nous puis on vient avant pour nous connaître.
qui fait une règle ça. Monsieur Pacas, une seule mois, moi, qui me fait tomber, il a du mal. Là, moi, il dit, moi, un téléphone, ça m'a pas venu, j'ai un téléphone pompier. Mais bah, c'est pas un carré lévli. Là, il risque monsieur, il risque, il met le matelas en bas. Et puis, ça m'a venu, là, c'est pas là, il prend lui, il vient à l'hôpital. Et je l'ai essayé de contacter monsieur là? Oui, monsieur, depuis ce matin, monsieur, il coupe mon col. Ma mise en retraite prématurée dans l'intérêt public est illégale et déraisonnable. C'est la réplique de Roshan Kokil, ancien assistant surintendant de police forcé à la retraite le 21 octobre dernier. Il a démarré sa bataille juridique contre la Discipline Forces Service Commission et le commissaire de police. Roshan Kokil réclame une révision judiciaire. En donnant des détails, il explique qu'il n'a jamais eu l'opportunité de se défendre suite à une lettre qui lui a été remise le 16 août dernier par le commissaire de police par intérim, Krishna Jogru. Cette lettre faisait état de plusieurs manquements concernant l'enquête sur les actes de brutalité policière. La clé USB qui lui avait été remise en janvier 2021 contenait des images floutées, explique Roshan Kokil. Il ajoute que l'enquête avait été stoppée à la demande justement de Kemraj Servan-Singh en attendant de nouveaux éléments vu justement que ces images étaient floutées. Il réclame une révision judiciaire suite à la décision de la DFSC datant du 21 octobre dernier pour sa retraite forcée. Les détails avec Shehzad Jadou. Dans son affidavit, l'ancien haut gradé de la police explique qu'il avait été mandaté par le commissaire de police d'alors, Kemraj Servan-Singh et le DCP Jhangi pour mener une enquête après que Rama Valaiden avait déposé une clé USB avec l'inspecteur Kouten, c'était en janvier 2021. Vu que cette clé contenait des images floutées, il a demandé à un chef inspecteur et un inspecteur d'aller à la rencontre de Rama Valaiden pour lui réclamer des compléments d'information. Mais l'homme de loi n'était pas en mesure de fournir des informations supplémentaires à la police. Il avait simplement affirmé qu'il était en présence d'informations à l'effet que l'incident s'est produit dans le nord du pays. Des entrées concernant chaque étape de cette enquête ont été consignées dans le diary book du Central CID. Vu qu'il n'arrivait pas à faire avancer l'enquête, il a rédigé un rapport sur l'affaire et l'a placé dans une enveloppe avec la clé USB et l'a remis à l'ancien commissaire de police, Kemraj Servan-Singh. C'est ce dernier qui lui aurait demandé de ne pas poursuivre l'enquête jusqu'à qu'il trouve de nouveaux éléments. Et ce n'est qu'en mai dernier qu'il a de nouveau relancé l'enquête quand des images de brutalité policière ont été publiées sur les réseaux sociaux. Quelque temps après, il a été muté du CCID et ensuite convoqué par la cellule spéciale de la police qui enquêtait sur les actes de torture de la CID de Terre-Rouge sur des suspects. Revenant à la lettre en date du 16 août, la police reproche à Roshan Kokil d'avoir menti lors de l'enquête interne de la cellule spéciale de la police. Cela en s'appuyant sur une déclaration faite par l'ancien commissaire de police Kemraj Servan-Singh devant cette instance qui a nié avoir rencontré Roshan Kokil et avoir pris possession de la clé USB le 15 janvier 2021. Avec le début de l'été, donc nous passons tout à fait à autre chose. Le Central Electricity Board prend des dispositions pour répondre à la demande accrue des consommateurs. Le CEB, comme vous le savez, ne pourra pas compter sur la totalité des 60 MW d'électricité habituellement fournis par Terra-Gen. Du coup, un plan a été élaboré pour pallier ce manque. Le CEB fera appel à d'autres unités de production, comme nous le dit Shivani Venkatachalam Chinnaman. Pendant la période estivale, le CEB enregistre un pic de consommation d'électricité sur son réseau, un taux supérieur à la normale. Climatiseurs et ventilateurs roulent à plein régime dans les maisons et les réfrigérateurs sont utilisés plus que d'habitude. Depuis la fin de la collaboration entre le CEB et Terra-Gen en avril dernier, le CEB se retrouve avec un manque de 60 MW d'électricité, car la centrale Terra-Gen fournit de l'électricité que par la bagasse et qu'en période de coupe, il ne brûle plus du charbon pour faire de l'électricité. Ainsi, le CEB prend des dispositions pour faire baisser la consommation. Le ministère de l'Énergie et des Services publics, en collaboration avec l'Energy Efficiency Management Office et le CEB, mène des campagnes de sensibilisation, campagnes qui s'adressent à l'ensemble de la population. Objectif, sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques pour économiser l'énergie, mais aussi pour encourager l'achat d'appareils pas gourmands en énergie.
Et au chapitre politique, le Parti travailliste et l'Entente de l'Espoir iront ensemble aux prochaines élections municipales. La décision a été prise, c'était lors d'une rencontre entre Navin Ramgoolam, Paul Béranger et Xavier-Luc Duval à RiverWorks ce matin. Une prochaine rencontre est prévue entre les représentants des 4 partis concernés. Ils discuteront de la campagne électorale pour ces municipales. Xavier-Luc Duval, propos recueillis par Arissa Pirali. Une réunion de 50 minutes, moi-même, Paul Béranger et Navin Ramgoolam. Une réunion qui m'a bien qualifiée de très positive, qui fait une limite liée à la situation au niveau des élections municipales, qui non seulement nous envie qu'il devienne aussi vite que possible, mais nous prévoit aussi, vu le mouvement que le gouvernement peut faire sur là, qu'il est capable possiblement gagner élections municipales rapidement. Et donc là, nous reconfirme que l'Alliance de l'Espoir et le Parti travailliste pour aller ensemble dans le municipal et pour préparer bien toutes les conditions, toute la campagne, pour une réunion, tout l'espoir que ça va être ce vendredi-là, pour une réunion entre président et secrétaire général des 4 partis à Port-Louis dans mon bureau, pour ça 8 du monde là, pour discuter plus amplement de la campagne municipale. Dans le passé, là, je peux dire qu'il y a un meeting dans le numéro 8. Nous avons que l'espoir pour faire un côté, PTR pour faire un côté, ce qui je discute de ça, est-ce qu'il peut trouver une entente, ça pour faire ça? Le problème, c'est aussi la date, parce qu'il m'a trouvé que le 18, qui passe travail, c'est une annonce pour lui. Nous, de longue date, nous avons fini préparer une réunion à Goodlands pour la même période, pour le même jour. Donc, ça, il pour séparer. Mais sa réunion de vendredi-là, elle est quand même une grande affaire. Et nous parlerons tourisme tout de suite après la pause pub. Découvert une nouvelle expérience shopping online avec Easy.Market. Easy.Market, c'est votre shopping mall en ligne. Easy.Market, c'est aussi une grande variété de produits depuis un grand marque qui vous fait confiance. Avec Easy.Market, shopping easy depuis ou portable, tablette ou ordinateur. Choisissez vos produits et que nous rassurons un système de paiement sécurisé et livraison rapide. Easy.Market, smiles ahead. NRS est une organisation mondiale à but non lucratif qui se consacre à rendre l'accès à Internet accessible à tous, sans distinction de race, d'origine ethnique, de genre, de classe sociale et de nationalité. L'Internet s'est développé si rapidement que des problèmes tels que la corruption et l'abus de pouvoir deviennent inévitables et que l'avis des internautes est ignoré. Faire entendre votre voix est la priorité absolue de NRS. C'est cette base qui nous permettra de surmonter tous les défis. Grâce à nos campagnes de sensibilisation, nous créons un Internet plus sûr, meilleur et plus transparent pour chaque être humain dans le monde. Suivez-nous sur notre site web nrs.help. Et je vous le disais avant la pause, le ministre du Tourisme affiche l'optimisme. Stephen Obigadou parle d'un retour à la normale dès 2023 pour le secteur touristique. C'était à Londres lors d'un entretien que le ministre du Tourisme mauricien a accordé à la BBC à l'occasion du World Travel Market, foire importante du calendrier touristique qui se tient du 7 au 9 novembre au Royaume-Uni. Stephen Obigadou a réitéré l'objectif de Maurice d'atteindre 1,4 million de touristes d'ici juin 2023. La Covid-19 nous a appris à être résilients, dit-il. Je vous propose d'écouter un extrait de cet entretien en anglais. Maurice est une destination touristique très prisée.
Avec la Covid-19, nous avions eu les frontières fermées pendant longtemps. Nous avons vécu 2 lockdowns et par conséquent, nous avons été parmi les pays les plus affectés à travers le monde. Nous avons connu la pire récession de notre histoire avec une contraction économique de 15% depuis la réouverture de nos frontières. Nous avons eu une croissance forte et résiliente et rien que pour le mois d'octobre, nous avons eu une reprise de 90%. Par exemple, le marché britannique est un marché grandissant. Depuis juillet, nous avons eu plus de visiteurs de la Grande-Bretagne comparé à la période pré-Covid. Merci pour cette traduction, Shehzad Jadou. Et puis dans le monde, face au réchauffement et à ses impacts qui s'accélèrent, l'humanité doit coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif, a lancé Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Il s'adressait aux 100 chefs d'État et de gouvernement réunis à Sharm el-Sheikh en Égypte. C'était à l'ouverture de la COP27, conférence qui durera jusqu'au 18 novembre. Le monde va droit au suicide collectif si vous n'agissez pas vite et fort face à la crise climatique qui s'accélère, a lancé le patron de l'ONU. Nous sommes sur l'autoroute vers l'enfer climatique avec le pied toujours sur l'accélérateur, a-t-il encore lancé. Et après le crash ce dimanche qui a tué 19 personnes dans le lac Victoria en Tanzanie, un pêcheur qui a été l'un des premiers intervenants sur le site a décrit comment il a tenté de sauver les pilotes coincés dans le cockpit et comment il a failli perdre la vie en essayant de les sauver. Maja Liwa Jackson a été officiellement déclaré héros et a reçu 1 million de shillings tanzaniens, équivalent de 20 000 roupies. Il a aussi été offert en emploi de pompier pour récompenser ses efforts. Jackson a déclaré qu'il avait paniqué en voyant l'avion s'approcher dans la mauvaise direction avant de plonger dans le lac. Il s'est précipité sur les lieux avec 3 collègues pêcheurs et a aidé à ouvrir la porte arrière en la brisant avec une rame. Et nous terminons ce journal avec du sport qui intéresserait certainement les supporters de Manchester United et de Liverpool. D'abord Liverpool, le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions a placé ce lundi Liverpool sur la route du Real Madrid pour la 4e fois en 6 saisons. Liverpool affrontera donc le Real, tenant du titre, lors des 8e de finale de la Ligue des Champions. 14 fois vainqueur de cette coupe, la Real Madrid a battu Liverpool 1-0 lors de la finale de l'an dernier à Paris, grâce à un but de Vinicius Junior à la 59e minute. Les champions de la Premier League, Manchester City, quant à eux, affronteront l'équipe allemande RB Leipzig, tandis que le Tottenham affrontera les géants italiens, l'AC Milan. Chelsea a également une opposition allemande, la Borussia Dortmund. Et puis les champions de France du Paris Saint-Germain, quant à eux, malheureux, ont tiré le Bayern Munich. Les 8e de finale aller auront lieu en février, les matchs retour en mars de l'année prochaine. Par ailleurs, je vous le disais, Manchester United a tiré au sort pour affronter Barcelone lors des barrages à élimination directe de la Ligue Europa. Pour rappel, les seconds de leur groupe de la Ligue Europa, dont United affrontant les 8 équipes qui étaient 3e de leur groupe de la Ligue des Champions. Les matchs allés auront lieu le 16 février, les matchs retour le 23 février. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette édition. Restez à l'écoute de Télé+, car dans quelques instants, la revue de la presse avec Alkiz Ramdine.